Le non-respect de la parole donnée serait-il la définition même d'un politicien? Le débat sur la réduction de la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans a connu son clap de fin mardi. Entre légalité et morale, Macky Sall a fait son choix. Le président sénégalais a décidé de suivre l'avis du Conseil constitutionnel qui déclare non conforme son projet de réforme constitutionnelle portant notamment sur la réduction de la durée du mandat actuel. Macky Sall ira donc au terme de son mandat qui court jusqu'en 2019. Le difficile choix entre le respect de la parole donnée en politique et la conformité au texte, c'est la trame de fond de ce face-à-face entre Fulbert Sassoou-Atisso, juriste, écrivain et homme politique. Fulbert, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et Rajoul Mouamadou, journaliste politique à la rédaction de New World TV. Rajoul, merci d'être là également. Merci. C'est une annonce qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. On s'était empressé de conclure qu'il venait là de donner une belle leçon de démocratie dans le marigot africain au caïman affamé de pouvoir. Mais finalement, Macky Sall ne réduira pas son mandat à 5 ans. Il va donc faire 7 ans malgré les promesses réitérées pour le respect de la parole donnée et l'engagement en politique. Le président sénégalais préfère se soumettre à l'avis du Conseil constitutionnel de son pays. D'abord, ces explications nous sont données par Armel Kwasi Johnson. On les suit et puis nous revenons en plateau avec nos invités. La réduction du mandat présidentiel fait partie des 15 réformes soumises au Conseil constitutionnel, comprenant les règles électorales et l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Cependant, cette question a pratiquement occulté les autres volets de la réforme et installé depuis plusieurs mois une controverse dans le pays. Ce mardi, Macky Sall a clos le débat lors d'une allocution télévisée. Conformément à l'avis rendu par le Conseil constitutionnel, il va accomplir un septennat jusqu'en 2019. J'entends me conformer à la décision du Conseil constitutionnel. En conséquence de quoi, le mandat en cours du président de la République connaîtra son terme en 2019. Dans le projet de révision que j'ai soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, j'ai tenu à réaffirmer mon engagement pour la restauration du quinquennat de manière irréversible. Cet engagement traduit ma conviction profonde qu'il est bon et sain que le peuple puisse faire entendre sa voix dans des délais raisonnables. En clair, malgré la promesse électorale qu'avait faite le candidat Macky Sall, la réduction du mandat présidentiel ne sera plus possible. Au chapitre des réactions, le PDS d'Abdoulaye Wade estime que l'opposition est un maillon essentiel du système politique sénégalais, mais elle n'a pas été associée au processus de réforme engagé. Divisé sur la question, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, n'a pas pour le moment réagi officiellement. Toutes les organisations politiques de la société civile ont prévu d'organiser dans les jours à venir des conférences de presse pour donner leur position officielle. Fulbert Atisso, en votre qualité de juriste, l'avis du Conseil constitutionnel sénégalais est-il fondé? Je pense que l'avis du Conseil constitutionnel sénégalais est fondé parce que Macky Sall est élu en 2012. Il a bouclé pratiquement 4 ans déjà sur son mandat. Et s'il demande aujourd'hui l'avis du Conseil pour faire une révision constitutionnelle, eh bien, le Conseil constitutionnel ne peut lui dire que si la révision constitutionnelle intervient aujourd'hui, elle ne peut pas prendre en compte le mandat qui est en cours. Parce qu'il y a 4 ans qui sont passés déjà sur le mandat de 7 ans. Parce que la loi est d'application immédiate, la loi constitutionnelle d'application immédiate, mais elle obéit aux principes généraux de toutes les lois. Elle ne peut pas rétroagir, elle ne peut pas prendre en compte le passé. La loi prend en compte l'avenir. Donc, en réalité, la décision du Conseil constitutionnel qui dit en l'occurrence que si une révision constitutionnelle intervient au Sénégal, elle ne peut disposer que pour l'avenir. Elle ne prendra pas en compte le mandat qui est en cours. La décision me semble juridiquement fondée. Rajoul, Macky Sall, président de la République du Sénégal, devrait à mon sens connaître cela, savoir que le Conseil constitutionnel allait rejeter cette proposition qu'il portait devant lui et qu'il a même balancé sur la place publique parce que c'est quand même une promesse de campagne électorale. Est-ce qu'il ne savait pas
que ça n'allait pas passer? Je pense qu'il y a beaucoup de bémols à mettre à l'initiative de Macky Sall. Est-ce que, honnêtement, il était animé d'une intention de faire cette réforme? Aujourd'hui, on est en droit de s'interroger parce que je pense qu'il a, comme conseiller juridique, le professeur Ismaïla Madior Fall, qui est un grand enseignant à l'université Cheikh Anta de droit constitutionnel. Voilà, Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a dit aujourd'hui que ce texte, cet avis du Conseil constitutionnel lie à présent le président Macky Sall. Je pense qu'un si brillant juriste aurait dû prévoir que cet obstacle serait difficile à franchir. Donc, je pense qu'en amont, Macky Sall aurait dû prendre des mesures, c'est-à-dire que chercher le consensus avec les autres acteurs de la société politique sénégalaise. On a vu dans le petit reportage de tout à l'heure, le PDS se plaignait de n'avoir pas été associé. Je pense que des réformes qui touchent aux règles du jeu, la Constitution, c'est le texte fondamental, doivent nécessairement faire l'objet d'un consensus national. Et je pense que s'il avait obtenu ce consensus national, évidemment qu'il n'aurait pas il n'aurait pas pu franchir ce verrou-là qui est celui de la non-rétroactivité des lois. Ça, ce sont des principes intangibles du droit. Mais en même temps, il y a une parole qui a été donnée, il y a suffisamment d'efforts n'ont pas été faits pour s'assurer que cette parole soit respectée. Et je pense que Macky Sall ne peut se plaindre que de lui-même, de ses faits. Fulbert, est-ce qu'on peut évoquer le seul principe de la non-rétroactivité de la loi pour donner raison à Macky Sall quand on sait qu'en France, en 2002, précisément le 5 mai, le président Jacques Chirac, qui venait d'être élu, a fait faire une réforme constitutionnelle 5 mois plus tard, précisément le 2 octobre de la même année, pour réduire le nombre, la durée du mandat présidentiel du septennat au quinquennat. Et cette révision-là avait été appliquée immédiatement au mandat qui était en cours. Non, pas du tout. J'ai donné les dates. Il était élu le 5 mai 2002, le 2 octobre 2002. Il a fait faire une réforme constitutionnelle qui s'est appliquée à ce mandat. Oui, mais on ne va pas dire que la réforme qui a cours ou qui avait cours en France... La loi a été préalablement votée, mais elle a été mise en œuvre dans le mandat. Dans le second mandat. Oui, la loi a été votée pendant que le président Chirac avait fait une premier mandat de son mandat. Donc la loi a été votée, mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il a fini quand même son septennat. Dans tous les cas, même si on suppose que la loi a été appliquée illico presto, ben, de toute façon, il a fait 5 ans en plus. Et puis ajouter les 2 ans qu'il avait fait précédemment. Donc moi j'estime, de mon avis, que la révision constitutionnelle qui avait cours à cette époque sous le président Chirac n'a pas été appliquée au second mandat. Enfin, au premier mandat, il a été plutôt appliqué au second mandat parce que finalement, le président Chirac a été réélu en 2002 et il a fini en 2007. Alors, je voudrais peut-être nuancer une affirmation pour dire que en matière de révision constitutionnelle, le président de la République a 2 voies. Donc, la voie parlementaire. S'il choisit la voie parlementaire, il avait besoin d'avoir un consensus parce qu'il n'a pas la majorité qualifiée pour faire une révision constitutionnelle au niveau du Parlement, auquel cas il avait besoin du consensus dont parlait tout à l'heure Rajoul. Mais s'il choisit la voie du référendum populaire, il n'a pas besoin de réaliser le consensus au sein de la classe politique. Là, je suis en train de nuancer l'affirmation du PDS, le parti d'Abdoulaye Wade. Donc Macky Sall a choisi de consulter directement le peuple et il a demandé l'avis du Conseil constitutionnel et donc il n'avait pas besoin de consensus national à cet effet-là. Il n'avait pas besoin de consulter les partis de l'opposition. Mais je pense que l'avis du Conseil constitutionnel est fondé parce que le Conseil constitutionnel dit que si la révision intervient aujourd'hui, elle ne prend pas en cours le mandat qui est en train de se faire. Il prendra le second mandat et donc peut-être le 3e si éventuellement il y avait un 3e mandat. Rajoul, sur le plan politique, comment peut-on interpréter cette attitude ou cette démarche, si vous voulez, du président Macky Sall qui, encore une fois je le dis, doit savoir que un projet de loi d'une telle envergure ne recevrait pas forcément l'assentiment du Conseil constitutionnel dont les avis, selon l'article 92 de la Constitution sénégalaise, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Justement, au Sénégal,
c'est partout pareil, même dans les grandes démocraties occidentales, on observe une crise de la parole politique. La parole politique, c'est démonétisé. Je pense que Macky Sall, en prêtant le flanc à ces critiques-là aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas pris suffisamment les précautions, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, pour s'assurer que cette révision se fasse. Aujourd'hui, une parole a été donnée, une parole a été réitérée au moment de la campagne. Elle n'a pas été... aucun juriste n'est sorti pour lui dire non, ce que vous promettez est irréalisable. Voilà. Alors qu'il y avait des sommités du droit dans le pays et en dehors qui ne sont pas prononcées dessus. Il s'est engagé à le faire et je constate avec regret qu'il a échoué à le faire. Il aurait pu certainement anticiper cet avis du Conseil constitutionnel. Il ne l'a pas suffisamment pris en compte, il a négligé. Bien sûr que le référendum, ça reste l'expression directe de la démocratie. Mais aujourd'hui, quand Macky Sall revient parler d'arguments de légalité, c'est-à-dire que le fait de la liberté, c'est l'obéissance à la loi, comme disait le père de la démocratie, Montesquieu. En même temps, il n'a pas médité la seconde phrase de Montesquieu qui est celle-ci, c'est-à-dire qu'une loi, elle doit être juste parce que la loi est juste, la loi elle doit être loi parce qu'elle est juste, non loi parce qu'elle est juste. Voilà, une chose est loi parce qu'elle est juste, elle n'est pas juste parce qu'elle est loi. Voilà. Alors, Fulbert, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que Macky Sall n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires avant de faire cette annonce-là qui finalement... En tout cas, il a fait une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Voilà, qui finalement s'apparente plutôt à une sorte d'effet d'annonce politique. Ben, vous savez que ce débat est passionnant en ce sens qu'il pose le problème des promesses électorales, ou en tout cas des promesses politiques que les acteurs font à leurs militants et au peuple. C'est exact. Et que dire de ces promesses électorales? Que dire de la parole donnée en politique? Je vais vous raconter cette anecdote. Il y a 15 ans, j'ai rencontré en France M. Bernard Stasi, qui était médiateur de la République à l'époque. Il est décédé entre-temps, paix à son âme. Alors, comme je savais qu'il venait souvent au Togo pour régler les problèmes politiques qu'il y avait au Togo à l'époque, sous Eyadema, je l'ai abordé après la conférence et je lui ai dit mon ahurissement face au fait que en 1999, Gnassingbé Eyadema promettait à son peuple, devant le président de la France, Jacques Chirac, à l'époque, qu'il allait respecter la constitution togolaise. En ne pas se représentant pour l'élection présidentielle de 2003. Il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle de 2003. Donc je lui disais ma surprise que le président du Togo à l'époque n'ait pas respecté cette promesse qu'il a faite urbi et et orbi. Alors Bernard Stasi a réfléchi et puis m'a dit oh, il n'est pas le seul homme politique qui n'a pas respecté sa promesse. Alors j'étais sidéré devant cette réponse, c'est-à-dire qu'il banalisait ça en me disant que bon, il peut ne pas respecter sa parole ou sa promesse. Alors plusieurs années après, je tente d'accréditer un peu cette analyse qu'il a faite quand, à travers l'expérience, je constate que beaucoup d'hommes politiques, d'acteurs majeurs de la vie politique, ne respectent pas les promesses qu'ils font pendant les périodes électorales. Je prends l'exemple de Obama, qui, pendant les campagnes électorales, qui devait voir son élection à la Maison-Blanche, sa première élection. En 2008 voilà, il disait je vais fermer la prison de Guantanamo. Ça n'a pas été fait. Bon, ça n'a pas été fait. Alors, quand je vois le président Hollande en France, toute la litanie de moi président, et dernièrement, il a encore réitéré que si le chômage, le taux de chômage ne baisse pas, il ne se représenterait pas en 2017. Ben, tout ça n'est pas respecté, à mon avis. Donc, que dire des promesses électorales en politique? Que dire de la parole donnée en politique? Je crois que dans la morale pure, eh bien, on peut faire rigueur à celui qui ne veut pas respecter sa promesse, parce qu'en l'occurrence, l'adage dit que la promesse est une dette, mais en politique, je pense que beaucoup d'hommes politiques font des promesses qui n'arrivent pas à respecter par la suite. Et comme l'a dit le fabuliste, tout flatteur vidéo dépend de celui qui l'écoute. Exactement. Rajoul, on prend l'exemple de François Hollande, qui est en tout cas un président de gauche,
mais qui, depuis un certain temps, donne l'impression, c'est même pas une impression, c'est un constat qui gouverne à droite, alors qu'il a été voté sur un programme de gauche. Le respect de la parole donnée en politique, qu'est-ce que ça devient finalement? Justement, je l'ai dit tout à l'heure, la parole politique, c'est démonétisé. Ce n'est pas un problème particulier dans nos démocraties africaines en construction. Il a relevé quelques faits qui sont ceux d'Obama, ceux de Hollande. Hollande, en 2011 et 2012, promettait la guerre à la finance. Aujourd'hui, lui et son Premier ministre, Manuel Valls, ainsi que Emmanuel Macron, disent « My government is pro-business ». Notre gouvernement est pour l'économie. J'aime l'entreprise en français, comme on dit. Un monsieur qui déclare la guerre à la finance, qui finit par j'aime la politique, c'est qu'il y a un renversement total de perspective qui pose problème. Donc ça pose un problème plus général, qui est la crise de la parole politique, qui induit un autre problème, qui est celui de la crise des démocraties. Ça ronge les démocraties de l'intérieur. Et je pense que Macky Sall, en n'honorant pas sa parole, en n'honorant pas son engagement, est en train d'affaiblir, d'affadir la fonction présidentielle. Et on le voit, il y a beaucoup de chefs d'État sur le continent. En même temps, on pourrait me dire que voilà, c'est un problème de riches au Sénégal. Au Sénégal, point n'est question de sauter le verrou constitutionnel de 2 mandats. Il maintient les 2 mandats, il réaffirme ce principe-là, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mandats, il partira, mais parce qu'il s'est engagé sur le fait qu'il ferait 10 ans, c'est-à-dire 5 ans, en réduisant le premier mandat de 7 ans à 5 et 5 après. Mais finalement, si la loi passe en l'état actuel, il fera 12 ans. Et on aura toujours une constitution verrouillée sur 2 mandats de 5 ans. D'accord. Fulbert, si nous revenons sur le cas Macky Sall, il faut dire qu'il avait le choix entre respecter la parole donnée et l'engagement en politique et se soumettre à la constitution de son pays. Alors, est-ce qu'il avait le choix, Macky Sall? Il avait le choix de ne pas faire cette promesse-là. Parce que quand on est un homme politique de ce niveau, parce que Macky Sall a été Premier ministre, donc il devait savoir que quand il promettait aux électeurs, parce que il était vraiment sur le terrain pendant cette période. À l'époque, les ténors de la vie politique sénégalaise, surtout les opposants, étaient beaucoup plus dans un débat avec la candidature de Wade. Il était sur le terrain et donc, ayant été Premier ministre, qui connaît l'appareil, qui connaît la loi constitutionnelle, il devait savoir qu'il ne pouvait pas faire cette promesse-là et que c'est une promesse de Gascon qui allait le rattraper sûrement. Donc s'il a fait cette promesse-là et qu'aujourd'hui il n'arrive pas à la tenir, on peut estimer que ça a été une escroquerie politique. Une escroquerie politique. Une escroquerie politique de sa part, parce que il savait très bien, ayant été Premier ministre, que eh bien, il ne pouvait pas, s'il devenait président de la République, engager une révision constitutionnelle qui réduirait illico presto son mandat. Mais quand même, il faut relativiser ce qui se passe au Sénégal. Hein. Le Sénégal n'est pas devenu une dictature. Hein. Le Sénégal n'a pas sauté le verrou. On reste, les bases sont là, les bases démocratiques restent solides, mais en même temps, c'est l'image du président qui prend un coup, franchement. Rajon, on va rester avec vous. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je l'ai dit dans mon introduction, lorsque Macky Sall avait fait l'annonce de faire une révision constitutionnelle en réduisant le nombre de mandats, la durée du mandat présidentiel du septennat au quinquennat et en l'appliquant au mandat actuel, on s'était empressé de dire qu'il venait là de donner une belle leçon de démocratie aux autres chefs d'État africains qui sont plutôt tentés de s'agripper au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Le même Macky Sall leur a donné une autre leçon. Si oui, quelle leçon? Je pense que là, il vient de donner une mauvaise image des hommes politiques africains, c'est-à-dire qu'il rejoint le cortège des présidents qui ne respectent pas la parole donnée. La parole donnée, c'est vrai qu'en politique, la politique, c'est pas la morale. En politique, on n'est pas obligé de dire la vérité. On dit souvent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et c'est effectivement le cas, on le constate. Ça ne va que accréditer la thèse qui disent que tous les politiciens sont pourris. Ça accrédite la thèse du tous pourris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce monsieur qui est venu, qui s'est fait élire en proclamant des grands principes contre Abdoulaye Wade, il a été élu triomphalement, porté par la société civile et la société politique. Tout le monde s'est mis derrière lui face à Wade au second tour pour renvoyer Wade et ses velléités d'institution d'une dynastie politique au Sénégal contre la vie du peuple. Et finalement,
l'image de la démocratie sénégalaise en sort, je ne vais pas dire trop écornée, mais légèrement écornée. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les fondamentaux sont là, les bases sont là. Le Sénégal reste sans conteste une démocratie. C'est de très longues traditions. Ce pays a connu le suffrage universel. C'est le pays de Léopold Sédar Senghor. Et ce pays n'a jamais basculé dans la dictature. Ils ont toujours su raison garder dans ce pays. Mais en même temps, ça renforce les présidents qui, eux, en revanche, disent « Ah, ok, même le démocrate Macky Sall que vous prenez comme modèle n'est pas en mesure de tenir sa promesse. » Ça n'arrange pas les affaires des démocrates sur le continent. Alors, même si sur un point de vue ou d'un point de vue moral ou politique, on peut reprocher à Macky Sall de n'avoir pas respecté la parole donnée, au moins Macky Sall aura le mérite de respecter les textes constitutionnels. Ben, oui, il aura le mérite de respecter les textes constitutionnels, mais il n'a pas le mérite de respecter ce qu'il a dit. Parce que... Entre ce que l'homme politique dit et l'obligation pour lui de se soumettre aux dispositions constitutionnelles, qu'est-ce qui doit prévaloir? Oui, mais l'obligation de se soumettre aux dispositions constitutionnelles est une exigence. On est d'accord. Mais il aurait pu savoir dès le départ que la situation allait être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons que nous en tenir à la promesse qu'il a faite aux électeurs au Sénégal et ce qu'il en est aujourd'hui de cette promesse. Alors, moi, je pense que ce qui se passe au Sénégal est la preuve que entre la théorie politique et la pratique politique, ce que j'appelle la pratique politique, c'est la gouvernance, la gestion d'un État, il y a un grand fossé. Il y a un fossé et nous le voyons. Et ce qui se passe au Sénégal déprécie la démocratie sénégalaise. Rajoul l'a dit tantôt. Mais légèrement. Peut-être pas légèrement, parce que donc sur ce point-là, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Nous sommes en face. Le système reste démocratique, mais on se dit que l'image du président prend un coup. Le système reste démocratique, mais les hommes aussi doivent avoir des comportements qui convergent avec le système. Et l'un de ces comportements, c'est le fait que quand on est homme politique, on doit pouvoir respecter ce qu'on a dit. Nous ne sommes pas dans la morale pure, ça c'est vrai. Mais quand on est un homme politique et qu'on dit quelque chose et que sur la base de ce qu'on a dit, on a été élu, quand on arrive au pouvoir, on doit pouvoir le respecter. Donc, ce qui se passe au Sénégal doit donner une leçon aux hommes politiques, d'abord africains et même à l'extérieur de l'Afrique, pour qu'ils comprennent que quand vous allez vers les populations, il faut réfléchir par deux fois et que ce que vous proposez aux populations, quand vous êtes dans l'opposition, vous devez être sûr que vous devez tenir ce que vous dites quand vous venez au pouvoir. Quand on veut, par exemple, participer à une élection législative, on ne va pas dire aux populations que quand on sera député, on va faire des adductions d'eau, qu'on va construire des collèges. Il y a des gens qui le disent. Oui. Et quand ils sont élus députés, eh bien, finalement, ils n'arrivent pas à réaliser ces promesses-là. Donc, le Sénégal a montré que eh bien, les hommes politiques doivent faire attention et savoir que quand on promet, on doit pouvoir tenir la promesse. Oui, c'est vrai, il y a l'Afrique qui présente l'image du continent où les hommes politiques ne respectent pas la parole. Mais permettez que je prenne cet exemple. Il y a aussi quelques hommes politiques qui respectent leur parole en bien ou en mal. Je reprends l'exemple de Robert Mugabe au Zimbabwe qui a promis qu'il se représentera malgré ses 92 ans et même à 2 ans d'une élection présidentielle, lui se présente déjà comme candidat. Oui, mais c'est aussi un respect de la parole. C'est le respect de la parole dans le mauvais sens, voyez-vous. C'est-à-dire que c'est dans le sens antidémocratique. Alors qu'en général, sur le continent, l'aspiration profonde des Africains, c'est plus de démocratie, plus de pluralisme, plus d'alternance. On est d'accord, tous les Africains veulent que ça change. On veut du mouvement, on ne veut pas du statisme. C'est vrai que ce n'est pas un plaisir d'habiter dans le Zimbabwe de Robert Mugabe, un pays qui a une déliquescence politique et économique, un délabrement total, franchement. S'il se maintient, je pense qu'il se maintient au détriment des intérêts du peuple. Pour revenir à Macky Sall, je pense que cette reddition en rase campagne de Macky Sall, c'est-à-dire que cette orchestration, cette mise en scène du refus du Conseil constitutionnel, est-ce que, sans lui faire un procès d'intention, est-ce que ça ne nous amène pas à penser que Macky Sall savait déjà qu'il ne ferait pas cette révision constitutionnelle et ses amis,
qui sont dans le camp de son parti, voyaient d'un très mauvais œil, il n'avait même pas le soutien de son parti, voyaient de très mauvais œil le fait qu'il écourte son mandat de 2 ans. Et moi je dis aujourd'hui, en essayant de gagner ces 2 ans-là, il risque peut-être de perdre les 5 ou les 7 ans prochains. Voilà, c'est une très 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 belle transition qui me ramène à poser la question suivante. Ça ne risque-t-il pas de laisser quelques plumes dans cette affaire, à commencer par sa propre famille politique qui s'est opposée à ce projet, ensuite ses opposants et in fine à la société civile. Il y en a marre en l'occurrence qui dénonce une politique d'enfumage et qui se dit aussi très déçu. Oui, ce qui est sûr, c'est que Macky Sall va sortir de cette affaire très affaibli. Et il est évident qu'avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, son image de chef d'État est en train de s'assombrir. Et forcément, cela va avoir des incidences sur la prochaine élection présidentielle. Déjà, il y a une levée de bouclier au niveau de la société sénégalaise. La société civile n'est pas d'accord avec lui, estimant qu'il est dans une escroquerie politique, parce qu'il aurait pu savoir que la situation allait être ce qu'elle est aujourd'hui, mais il n'a pas su anticiper, ou en tout cas prévoir la situation. Donc en réalité, ce qui est sûr, c'est que sa popularité va prendre un coup et probablement ça va avoir beaucoup de répercussions sur l'élection qui va se tenir prochainement. Oui, avant l'élection, il y a le référendum, vous gardez la parole, il y a le référendum du 20 mars, le référendum sur le projet de révision constitutionnelle qui porte sur 15 points sur lesquels on ne peut pas revenir ici. Est-ce que Macky Sall a les chances de s'en sortir gagnant au lendemain du 20 mars? Oui, mais est-ce que, à supposer même que, moi j'ai lu les 15 points de son projet de révision constitutionnelle, il y a beaucoup de choses, les pouvoirs de l'opposition, des attributs à l'opposition et beaucoup de choses, pas seulement que la réduction de... Non, il y a également des points concernant le Conseil constitutionnel lui-même, les règles électorales, l'Assemblée nationale. Oui, mais à supposer même que Macky Sall recoltait non au référendum, quelle incidence sur son avenir politique? Parce que je pense que dans tous les cas, il n'a pas engagé la question de confiance dans ce référendum, comme le général de Gaulle l'a fait en 1969, en disant si au cours de ce référendum je récoltais un non, eh bien je démissionnerai. Il n'a pas engagé sa présidence. Les hommes politiques de cette facture-là n'existent plus aujourd'hui. Donc il n'a pas engagé ça. Donc à supposer même que la société civile, la classe politique faisait campagne pour le non et que le non l'emportait à ce référendum, je ne pense pas que ça aurait des incidences immédiates sur le mandat en cours. Peut-être que ça l'empêcherait d'être réélu pour un second mandat. Alors, Rajoul, est-ce qu'au nom de la morale politique, Macky Sall devrait, par exemple, se dire, OK, si au lendemain du 20 mars, je ne sors pas vainqueur, eh bien, je prends, par exemple, la résolution de ne pas me présenter à l'élection présidentielle prochaine? Je ne pense pas que Macky Sall fasse cela. J'espère que ses amis, ses partisans ne voudront pas qu'il ne soit pas candidat pour la prochaine élection présidentielle. Effectivement, il y a une question fondamentale qui est posée là. C'est la société civile qui l'a porté au pouvoir, le mouvement Y en a marre en l'occurrence, parle de subterfuge, de bond en arrière. Idrissa Seck, l'opposant Idrissa Seck, parle de perte de crédibilité de la parole présidentielle. En tout cas, les réactions, elles sont nombreuses. Voilà. Il y a un levé de bouclier général dans la société sénégalaise. Il y a un choc qui a été créé par cette reddition. Et Macky Sall risque de subir durablement le contre-coup de cette défection qu'il a faite en refusant, en tout cas en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour que cela se fasse. Et ça repose aussi la question du consensus. Vous disiez tout à l'heure, il y a 2 moyens de réformer une constitution. Il aurait pu passer par la case parlementaire. Et pour cela, ça aurait été utile de construire, d'envisager un plan B.
Macky Sall ne peut pas me dire que s'il tenait effectivement à faire cette réforme, il aurait peut-être dû prévoir un plan A et un plan B. Sa reddition juste après un avis défavorable du Conseil, et franchement, ça pose problème sur sa motivation première à mener jusqu'au bout cette réforme. C'est vrai qu'on peut lui donner crédit que voilà, il y croyait, il voulait le faire, mais je pense que les réticences au sein de son parti, le rapport de force au sein de la société sénégalaise fait politique au sein du Parlement, et son refus de dialoguer avec l'opposition fait que cette loi-là restera, et comme ça il ne pourra pas la réformer, et malheureusement il perd un peu de la hauteur, il perd un peu de son statut de président, et il redevient le patron d'un parti un peu, en cédant un peu à la pression des siens. Fulbert, tout à l'heure, vous l'évoquiez, au sein même du parti de Macky Sall, il y a des voix dissonantes qui aujourd'hui doivent se frotter les mains et se dire enfin il a fini par entendre raison, en tout cas grâce au Conseil constitutionnel. Est-ce que ça, au-delà des élections, au-delà des échéances électorales, est-ce que ça ne risque pas de porter un coup dur à la carrure même de Macky Sall en tant que président du parti, en tant que personnalité influente de ce parti? Est-ce que ça ne le réduit pas, ne le diminue pas au sein de son parti même? Oui, ça le diminue parce que voilà un président qui a donné sa parole, et voilà un président qui a fait une promesse et qui n'arrive pas à la respecter. Donc forcément, il y a une dépréciation de sa personne, il y a un rapetissement de son image, ça c'est évident. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le problème se pose même dans la promesse. C'est-à-dire que la promesse était un mensonge. C'est-à-dire que confronté aux réalités constitutionnelles, aux réalités de la vie politique, la promesse n'était pas tenable. Alors, c'est la raison pour laquelle je savait très bien ce qu'il faisait. question de savoir si il y a une mauvaise foi manifeste. Tout à fait, parce qu'il a été Premier ministre. Il y a tromperie sur la marchandise, on va dire. Tout à fait. Il a été Premier ministre, il connaît la loi constitutionnelle, il connaît le pays. Il devait savoir que cette promesse était intenable, à moins qu'il n'était pas sûr qu'il allait être élu. Parce qu'en réalité, personne ne vendait cher la pose de Macky Sall. Il a fallu le jeu des alliances, tout ça, tout à fait, pour pouvoir bouter hors un certain... C'était un vote plus contre Wade que pour Macky Sall. Alors, je voudrais dire aussi que, quelle que soit la voie qu'il aurait choisie, à savoir la voie parlementaire, ce qui aurait voulu qu'il retrouve le consensus au sein de la classe politique avec les autres partis qui siègent au Parlement, ou soit la voie référendaire, dans tous les cas, les deux voies s'opposaient à la promesse qu'il a faite. C'est-à-dire que la promesse était intenable en réalité. Rajou, mais est-ce que quelque part aussi, ça ne pose pas en même temps le problème de la sincérité même des hommes politiques qui, au sein de l'opposition, reprochent des choses à ceux qui sont au pouvoir et qui, une fois à leur place, font exactement, sinon pire que ceux-ci? Oui, mais je pense que la politique, c'est vendre du rêve. C'est tous des marchands de rêve qui versent parfois un peu dans l'excès, dans parfois du populisme. C'est-à-dire que tous les arguments sont bons pour rameuter les électeurs, pour se faire élire. Les hommes politiques, ils ont les mains sales de ce côté-là, si on peut le dire. On l'a vu dans plusieurs pays, on le voit dans les grandes démocraties, on le voit en ce moment, ça monte en puissance aux États-Unis. Vous prenez un candidat à la primaire républicaine comme Donald Trump, qui promet tout et n'importe quoi, construire un mur à la frontière mexicaine qui sera construite. Vous voyez, parfois le peuple même est crédule. C'est ça le problème. C'est-à-dire que des mensonges qui ne seront certainement pas tenus passent comme une lettre à la poste. Le peuple est demandeur. La politique, c'est un peu comme une drogue. Ils vous vendent des rêves. Et ça anesthésie votre capacité de penser, votre esprit critique, souvent. Et les rares personnes qui tiennent un discours pragmatique, eux, ils sont renvoyés à des marges des statistiques électorales. Parce que le peuple ne veut pas de ceux qui disent la vérité. C'est tristement le cas. Ils veulent du mensonge, ils veulent du rêve, ceux qui leur vendent du rêve. Donc, ça pose un problème fondamental qui se pose à tout homme politique, c'est celui de la sincérité. Fulbert, la même question pour vous. La même question, c'est vrai, vous avez raison, que la plupart du temps, ceux qui sont dans l'opposition
et qui promet Parce qu'en des posant la choses. question, indirectement, je vise Fulbert-Artis aussi. Tout à fait, vous visez l'homme Et là, politique. voilà l'homme politique. Tout à fait, Voilà. je suis conscient de la chose parce que je peux vous dire que les deux grands leaders que j'ai appréciés quand j'étais plus jeune, c'était Abdoulaye Wade et Laurent Gbagbo. C'était les deux qui faisaient de l'opposition au régime de dictature. Et qui faisaient rêver la jeunesse africaine. Tout à fait, avant 1990. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, On a vu ce qu'ils ont fait. Gbagbo a été en deçà d'Houphouët-Boigny, Wade a été en deçà d'Abdoulaye D'Abdou Diouf. en termes de gestion du pouvoir. Donc on l'a vu aussi ailleurs. Les opposants qui sont arrivés au pouvoir n'ont pas pu réaliser tout ce qu'ils promettaient aux populations quand ils étaient dans l'opposition. Je crois qu'il y a eu une crise même de la politique. Rajoul parlait tout à l'heure de tous pourris. Quand vous regardez même en Occident, François Mitterrand avait fait rêver aussi parce qu'il Le Mitterrand de 81 et le Mitterrand de 3 ans après, Tout à c'était fait. pas la même politique. Voilà, François Exactement Hollande comme aussi François Hollande. a fait rêver la France-Afrique, il était toujours en désaccord, il voulait combattre la France-Afrique. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Donc je crois qu'il y a eu une crise de la politique qui fait que les hommes politiques n'arrivent plus à inventer l'avenir. Très bien. Ils ne proposent- C'est un autre débat aussi que nous allons faire. Même une dernière question sur le sujet. Est-ce que la sécurité même des constitutions africaines n'est pas en danger? Oui. Parce qu'il y a Abdoulaye Wade qui a tripatoué la constitution pour passer du quinquennat au septennat. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui veut faire le contraire. Demain, on ne sait pas. Oui, moi j'ai le sentiment que les constitutions africaines ne sont pas véritablement des plateformes sur lesquelles la vie politique est bâtie. C'est simplement des instruments que les hommes politiques, les dirigeants manipulent. Donc les constitutions africaines ne sont pas en sécurité. On l'a vu tout au long des dernières périodes au Burkina Faso avec la tentative de Blaise Compaoré. Heureusement Le qu'il a fameux été- article 37. Absolument, heureusement qu'il a été bouté dehors. On l'a vu au Congo-Brazzaville avec Denis Sassou. On le voit au Rwanda, dans l'autre Congo, le Congo-Kinshasa. Bon, disons que les constitutions africaines ne sont pas véritablement coulées dans le marbre. Ce sont des pions que les hommes politiques, les dirigeants déplacent. Donc, je suis d'accord avec vous que les constitutions africaines ne sont pas en sécurité. Alors, comment garantir la sécurité de ces constitutions? En faisant peut-être ce que Macky Sall et les siens ont voulu faire en introduisant dans ce projet de réforme constitutionnelle un article qui stipule clairement que cet article relatif à la limitation du nombre de mandats et à la durée du mandat présidentiel ne peut pas être touché? C'est dérisoire comme protection, parce que cet article en soi peut être modifié lui-même. Donc, les constitutions, par nature, ce n'est pas la Bible. Hein, ça se réécrit, ça s'adapte aux réalités qui évoluent aussi. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est quoi? C'est comme vous l'avez dit, moi j'appelle cela la réformite. L'Afrique souffre de réformite aiguë depuis quelques années. On le voit, il y a une profusion de mandats, de réformes constitutionnelles. Mais malheureusement, on se rend compte que la Constitution est utilisée comme un outil de conquête ou de préservation au pouvoir, surtout de préservation au pouvoir. Les gens verrouillent les constitutions ou déverrouillent les constitutions pour s'assurer un maintien ad vitam aeternam. C'est malheureux que dans des démocraties en construction, parfois, tout ne se joue pas dans les urnes. Je pense que la démocratie, ça se joue dans l'isoloir et malheureusement, certains se maintiennent, gagnent, s'assurent des victoires électorales en allant tripatouiller les constitutions dans les assemblées. C'est malheureux. Et comment lutter contre tout cela? La même question. Comment lutter contre? Parce que ça devient un danger éternel. Hein, Oui, vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure qui m'a fait rire en disant, est-ce qu'il faut dire, comme on l'a dit, par exemple, dans toutes les constitutions africaines, la forme républicaine de l'État n'est pas susceptible de révision. On peut casser toute la Constitution et aller vers une autre. Les coups d'État les suspendent. Donc en réalité, les constitutions ne sont pas à l'abri. Ne sont pas à l'abri des volontés malveillantes. De la volonté malveillante des Dans ce cas, faudrait-il Alors, peut-être la solution, c'est l'éducation à la démocratie. D'accord, merci. Si les hommes sont éduqués à la démocratie, ils respectent forcément les tests qui régissent la vie politique. En clair, pour qu'il y ait des institutions fortes,
Il faut qu'il y ait des hommes forts, des démocrates. Des démocrates. Des gens éduqués à la démocratie. Merci beaucoup, Fulbert Atisso. C'est moi qui vous remercie. Écrivain, juriste, homme politique. Rajoul Mohamedou, journaliste politique à la rédaction New World TV. Merci également. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Face à Face. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur New World Info. À très bientôt.